Comment ça va? Bon, écoutez, les gars, ça fait trop plaisir de vous retrouver ce soir et l'objectif, ça va être de travailler ensemble, enfin de réviser ensemble, de travailler ensemble sur notre galop 4. Une poule aux œufs d'or de qualité. On a du boulot, les copains. On a vraiment du boulot, donc on va s'y mettre tout de suite. Hop, je vous bazarde comme ceci, et puis nous sommes partis, comme toujours, vous le reconnaissez, vous le connaissez par cœur, c'est notre, ouais, Vaillant, je vais te répondre, c'est notre organisation d'à chaque fois, de chaque petit live, et du coup on va comme ceci décortiquer point par point tout ce que je vous ai dit. Vaillant qui dit tu fais un questionnaire, je ferai ce que je vous propose pour ceux qui c'est la première fois qu'ils suivent un live comme ça. Oh, on est 237 les gars, j'avais même pas vu. Hello à tous ceux qui nous ont rejoints et à qui j'avais pas dit hello. Mais pas de souci, Eva. Comment se décompose ce live? En fait, l'objectif c'est que tout ce qui est à apprendre par cœur bêtement et simplement, comme par exemple qu'est-ce qu'on va avoir là, apprendre par cœur bêtement et simplement? Les marques, voilà, toutes les marques en tête par exemple, bah là c'est du par cœur pur et dur, et dans ce cas-là, bah on va y passer assez rapidement. Tout ce qui est de la logique ou ce qui demande de la réflexion ou qui demande des explications complémentaires, etc. Là par contre on va y passer du temps, on va aller chercher des infos, des photos sur internet pour illustrer mon propos, etc. Et à la fin, on se fait un petit quiz pour voir tous ensemble si, oui ou non, on a retenu quelque chose de ce live finalement, et est-ce qu'on aurait notre galop tous ensemble. Donc à 300 personnes, est-ce qu'on aurait notre galop tous ensemble? Grande question. Avant de commencer, déjà, tous ceux qui sont pas abonnés à cette chaîne, vous attendez quoi? Donc go nous follow, go sub, c'est le moment ou jamais. Je bois un coup et vous, pendant ce temps, c'est vos devoirs de ce moment-là, d'accord? Ok, après ces bonnes paroles, nous voilà partis. Théorie du galop 4. Premier point, connaissance du cheval. Oh, Lulu nous a mis des petits emojis et tout, c'est trop chou. Bien joué, Lulu. Oui, chef, vous êtes prêts, c'est magnifique. Hop. Expliquer les conséquences de la vie domestique sur le cheval poney. Ah, déjà, on part. Rien que ça pourrait être le sujet d'un live au complet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bravo Lily! Bravo Lily! Parmi les conséquences qui nous viennent en tête immédiatement, je veux dire, mais n'hésitez pas à me dire... tout ce qui vous passe par la tête, mais il y a par exemple le fait qu'en domestiquant le cheval, on l'a soustrait à son habitat naturel. Habitat naturel qui, d'une, avait pour conséquence pour le cheval de vivre en troupeau, de deux, avait pour conséquence sur le cheval de pouvoir gambader pendant des kilomètres et des kilomètres toute la journée. Tout ça, on l'a réduit à néant. On a dit, tu vas être potentiellement un par un dans un box ou un par un dans un pré. J'ai dit potentiellement, m'agressez pas, je sais très bien qu'il y a des fois où les chevaux vivent en troupeau. Mais ça fait partie des conséquences sur la vie domestique du cheval. Il n'y a plus la liberté totale. Les chevaux marchent quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Autre chose, dans la domestication du cheval, on a introduit le fait que le cheval était un animal de travail. Donc, qui dit animal de travail, dit utilisation encore différente du cheval, puisque à l'état naturel, aucun cheval au monde ne se dit « je vais me faire 2-3 sessions à la jambe droite, 2-3 sessions à la jambe gauche, petit départ au galop, ça va être très très bon pour mon équilibre, puis après ce que je fais c'est que je me mets lent, bas et rond aux 3 allures pendant 10 minutes, ça pour mon cardio c'est important ». Donc tout ça, ça fait partie d'une utilisation qu'il n'avait pas du tout à l'état naturel. Et du coup, quand nous, d'un seul coup, on arrive et qu'on lui dit alors tu vas être monté 1 heure par jour et pendant 1 heure, tu vas faire du pas, du trot, du galop, du pas, du trot, du galop, sauter des obstacles, aller en balade, faire ci, faire ça, et puis après, pendant les 23 autres heures de la journée, t'inquiète, t'es tranquille, tu fais rien. Et du coup, tout ça, c'est des conséquences sur la vie du cheval. Ah, j'ai cru qu'on avait plus de musique, j'étais un peu déçue. Et donc tout ça, c'est des actions qui ont des conséquences sur la vie du cheval, dans le sens où l'utilisation de sa corne, par exemple, hello Sarah qui vient d'arriver, l'utilisation de sa corne n'est pas la même. Moi, c'est toutes les parties négatives que j'aborde là, puisque c'est les conséquences négatives de la vie domestique que j'aborde ici. Après, il faut voir aussi que, voilà, on a dénaturé un petit peu le cheval. Ceci étant dit, il y a des conséquences et aussi positives de la domestication sur le cheval et poney. Par exemple, on a pu rallonger l'espérance de vie. On a pu avoir des soins des chevaux qui dans la nature par eux-mêmes n'auraient pas survécu, des poulains qui naissent à moitié de travers et que grâce aux soins de l'humain, il a pu se remettre droit et donc vivre une meilleure vie. Donc il y a aussi des conséquences. Moi je sais que
Généralement, c'est les conséquences négatives qui me montent en tête en premier. Et pour autant, il y a des conséquences très positives aussi. Je suis désolée, faut que je me mouche. Attendez, je coupe le micro. Du coup, comme je vous le disais, les conséquences de la vie domestique sur le cheval et le poney, eh ben, il y en a des très négatifs, mais il y en a également des très positifs. Pareil, au niveau du stress du cheval, le fait que les chevaux qui, normalement, ont tendance à manger, toujours en étant en stress, d'avoir une attaque soudaine, etc. Là, on leur apporte de la nourriture à heure fixe, dans un endroit où ils ne peuvent pas être attaqués, où il y a du confort, etc. Bon, tout ça, c'est des conséquences positives. Est-ce que vous voyez autre chose ? Oui, alors c'est vrai, Louise, on a rajouté aussi des besoins chez le cheval qu'il n'avait pas besoin à la base, comme par exemple quand on décide de tondre nos chevaux, et moi la première, mon cheval est tondu, c'est vrai qu'on décide de tondre nos chevaux, du coup on lui rajoute comme le besoin le fait de devoir mettre et enlever les couvertures. À ce moment-là, on se dit, oh là là, je suis vraiment, je suis à son service. Et puis quand tu réfléchis 2 secondes, tu dis ah bah non en fait pas du tout meuf, genre c'est toi qui l'as tendu quand même aux dernières nouvelles. Et après il y a des chevaux malheureux sans travail, donc ça leur apporte quand même un bien-être, non. Alors c'est Dédé le 57 qui dit ça, donc je t'appellerai Dédé, ça sera plus simple. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont heureux sans travail. Je pense qu'on peut se poser la question de est-ce qu'ils sont malheureux sans travail du fait qu'ils soient tellement habitués à travailler que d'un seul coup ils ont l'impression de servir à rien, ou est-ce que même de eux-mêmes ils se seraient ennuyés à l'état sauvage. C'est des tellement grandes questions, mais là on est en train de soulever des points qui sont c'est tellement des sujets de réflexion où il y a tellement à dire que je peux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais promis on le fera un jour en live, c'est sûr et certain. Voilà, en fait on a enlevé certaines libertés, mais on fait tout pour y pallier. Et ben c'est exactement, ouais on fait un sujet de philo, mais exactement, mais si vous saviez comme ça me touche, c'est un truc qui me fait énormément réfléchir tout ça de toute façon. Et c'est quelque chose que j'essaye de garder bien en tête quand j'ai... dans ma vision sur le long terme avec ce cheval-là, avec les chevaux en général d'ailleurs, de me dire, bon ben, jusqu'où c'est pour son bien-être et jusqu'où mon besoin de faire de l'équitation commence. Et j'essaye toujours de faire passer son bien-être avant ça. En vue du manque d'espace sauvage en France, on n'aurait plus beaucoup de chevaux s'ils n'étaient pas domestiques. Ah non mais alors ça c'est sûr et certain. Mais même au vu de l'espace dans le monde en fait, l'humain prend tellement de place sur la planète que petit à petit on pousse les habitats naturels de tous les animaux à être de plus en plus restreints, et c'est pas pour rien qu'on a autant d'espèces en voie d'extinction en fait. C'est juste qu'on leur enlève leurs habitats naturels, et ben ça a été exactement pareil avec les chevaux. À l'époque, la France, à l'époque où tous les chevaux étaient en liberté, la France, il y avait tellement peu d'habitations et tellement de plaines et d'endroits pour les chevaux où être tranquille que évidemment la différence elle est énorme maintenant. Ok, passons au point suivant. On nous demande aussi l'identification de base. Donc pour identifier un cheval, alors oui on a tendance à donner son nom, prénom, d'accord, mais en fait ça va, la façon d'identifier réellement un cheval, ça va être plus par son sexe, première chose. Donc vous pouvez avoir... pardon, je pensais que j'allais avoir je pensais que j'allais avoir son sexe en gros, mais comment le dire autrement? En surligné, voilà, je pensais que cette partie-là allait être soulignée. En gros, comment peut être votre cheval? Il peut être quoi? Quel sexe il peut avoir? Ok, bien, vous les avez. Ok, donc un cheval, il peut être soit entier, soit jument, soit hongre, soit étalon. Donc, jument, on connaît, c'est les femelles, ça on a. Hongre, on connaît, c'est ceux qui ont été castrés, donc qui ne peuvent plus reproduire. Entre les juments et les hongres, c'est vraiment une grosse partie de la population que nous croisons. Et ensuite apparaissent les entiers et les étalons. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la différence entre les entiers et les étalons? Exactement, vous l'avez. Voilà, donc dans l'ensemble vous l'avez ou vous l'avez à peu près. Un étalon, c'est un entier qui est un reproducteur certifié. Donc, c'est-à-dire que c'est un cheval qui va, s'il reproduit, pouvoir apporter la race à ce qu'on appelle son produit, donc à son poulain. Si c'est un reproducteur certifié sel français, eh bien, si lui est sel français et que la mère est sel français, le poulain donnera un sel, on appelle ça un sel français section A, d'accord? Donc, père sel français officiel, mère sel français, bam, ça donne ça. Et sinon, on appelle ça un
entier. Donc étalon qui reproduit, entier qui reproduit pas en gros. Après, si l'entier reproduit, vous pouvez avoir des chevaux qui sont... vous pouvez avoir des chevaux qui sont sans papier. Enfin, qui sont... On appelle ça des demi-papiers. On sait qui est le père, on sait qui est la mère, et pour autant, il n'y avait pas les papiers complets. Deuxième possibilité d'identification, deuxième critère d'identification, c'est sa robe. Bon, alors là, les robes, normalement, vous les connaissez. Et... Alors, Chacha, j'y reviens en 2 secondes, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il peut être recastré une deuxième fois si... c'est très rare qu'on recastre. En plus, ça peut être très dangereux pour le cheval, en fait. Ça peut être... ça peut potentiellement... Enfin, ça peut le tuer, en fait, si c'est mal refait. Donc c'est rarissime qu'on castre une deuxième fois. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rarissime. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à... si on fait castrer un cheval, le moment où on le fait, et être sûr de pas le faire n'importe quoi. Enfin, ça prend pas, quoi. Les robes, mon coach en a eu marre. Du coup, il dit marron, blanc, noir, gris et vache pour les pieds. Ouais, c'était notre façon de faire. Mais allez, hop là, je vais vous sortir les dessins des robes. Normalement, vous les connaissez... Ah oui, les robes, si je mets que les robes... Pour moi, on parle tous poney par ici. Les grandes robes les plus connues, celles que vous croisez le plus, c'est le cheval B. Donc... le poil marron et le crin noir. Attention, le crin c'est toupet, crinière, queue. D'accord? Quand on dit les crins, ça comprend toupet, crinière, queue. Le cheval alezan, donc l'ensemble tout est roux. Merci de nous suivre. B brun, c'est le B plus foncé, un petit peu plus comme hollandais. Et Loïkiko, merci beaucoup, c'est cool ça. Et puis le gris, le rouan, c'est honteux. Le rouan, c'est 3 couleurs de poils mélangées, etc. Après, encore une fois, comme je vous le disais, là c'est uniquement du par cœur, comme vous pouvez le voir. À part si je vous l'explique par un comme ceci, et ça avance pas à grand chose, donc ça c'est du par cœur, donc on s'éternise pas dessus. Ensuite, au niveau de son identification, nous avons aussi Noab. Alors bon, il y a des questions qui sont déjà revenues, mais moi j'ai le galop 7 déjà. Nous avons ici ces marques. Qu'est-ce que ce sont les marques sur un cheval? Alors, j'ai vu une petite erreur, mais c'est très bon signe qu'elle y soit là, cette erreur, parce que je voulais y revenir. Souvent, il y en a qui pensent que les marques, c'est les marques dues aux blessures. Alors, pour le coup, pas du tout. Tous les autres, ok, vous êtes dedans. Vous n'avez pas les termes exacts, mais vous avez l'idée, donc c'est exactement ça. Balzane, liste, pelote, etc. C'est exactement ça, vous avez été plein à répondre correctement. Donc en fait on va avoir différents types de marques que sont les marques en tête et les balzanes. Les marques en tête, ça peut être soit tout ce qui se passe, je vais pas y revenir parce qu'on en avait déjà parlé et c'est bizarre que ça ressorte là, mais on en avait déjà parlé pour la théorie du galop 3. Les marques en tête, ça va être les listes, donc les grands traits qui viennent sur tout le chanfrein du cheval, ou le blanc un petit peu plus concentré au niveau du front, que sont les pelotes, les étoiles, etc. Donc en gros, les marques, ce sont toutes les marques blanches qu'il a sur le corps. Et donc parmi les marques blanches qu'il a sur le corps, il y a aussi ces balzanes, que ce soit petite balzane, trace de balzane, principe de balzane, balzane au chaussé, grande balzane, etc. Donc ces marques, c'est tout le blanc qu'il a sur le corps. Ses épis, qu'est-ce que c'est ces épis? Alors, c'est rigolo, les poils qui ne poussent pas comme le reste, des poils qui vont dans tous les sens, des tourbillons de poils. C'est l'idée. On va expliquer ce que c'est exactement. Un endroit où les... Ah voilà, Sissi Momo, c'est ça exactement l'explication. Laurie, elle a dit, je trouve plus ton explication de l'autre jour, trop mignonne. Et oui, c'est ça aussi, Marguerite, quand tu te réveilles le matin avec un épi sur la tête. En fait... Oh, voilà Sarah, c'est parfaitement répondu également. Les épis, c'est tout simplement que sur le corps de votre cheval, tous les poils ne sont pas implantés dans le même sens. On n'a pas des poils qui partent de la tête à la queue tous dans le même sens et puis on est parti quoi. On a des endroits où les poils, généralement par exemple, on le voit vraiment au niveau des hanches, on dirait qu'il y a comme une couture au niveau du cheval, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la pointe de la hanche qui redescend tranquillement vers le grasset. On a les poils du dessus du dos et du ventre qui viennent vers les hanches, tandis que les poils de la croupe viennent vers les flancs. Et à cet endroit-là, on a un mélange de poils. Et bien en fait, les épis, c'est l'endroit sur le corps du cheval où les deux implantations de poils se rencontrent. Et en fait, on a les poils qui vont par là, les poils qui vont par là, et ils se retrouvent ici, d'accord? Et ça fait un épi. Après, on peut avoir des épis divergents ou convergents. Épis convergents, ça va être par exemple un tout petit, c'est souvent au niveau du front qu'ils en ont, donc épi convergent, tout petit épi où les poils viennent se regrouper et faire un tourbillon de poils dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais, sur le front, exactement, Maëva. Donc là, on a un petit épi convergent. Et souvent, l'épi divergent, c'est là où les poils se rencontrent et se repoussent un peu. Ça fait cet effet-là. Mais alors, je peux pas mieux vous l'expliquer. J'ai cherché des photos sur Internet, on ne trouve rien. Mais par contre, regardez sur vos chevaux et ça va vous sauter aux yeux. Bon, ça, je pense qu'on va pas plus en parler. Mais en gros, c'est exactement ce que je vous disais la dernière fois à la théorie du galop 3. Si on connaît son sexe, sa robe, ses marques et ses épis, eh bien, c'est un petit peu l'empreinte digitale du cheval, parce qu'il y aura pas de chevaux pareils à ce niveau-là. Si on sait que c'est un mâle hongre baie foncé avec des grandes balsanes, celle-ci plus haute que celle-ci, une marque en tête, des épis ici et pas là, et bien avec tout ça, ça fait un cocktail qui fait qu'on a un cheval unique, et c'est pour ça que chaque cheval est unique d'ailleurs. Alors, tiens, c'est très intéressant ça. Miss Neige Maëva qui dit des jumeaux. Eh bien, en vrai de vrai, dans le monde de l'équitation, les vrais jumeaux, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de vrais jumeaux parce que, enfin, si, dans le sens physique du terme, il y a des jumeaux. C'est rarement des chevaux qui naissent très très bien parce qu'ils manquent un peu de place dans le ventre de la mère d'ailleurs. Mais même si vous avez des jumeaux, même s'ils se ressemblent, même s'ils étaient dans le même embryon, etc., vous verrez que vous n'avez pas les mêmes coutures, vous n'avez pas les mêmes marques. C'est dangereux pour la mère, ça peut l'être, surtout si c'est une première fois. Alors, lire, très bonne question. Si un entier devient hongre, il faut refaire les papiers. Eh bien, en fait, c'est pas qu'on refait les papiers, c'est tout simplement que sur les papiers du cheval, vous avez le veto qui opère la castration. Je l'illustre comme ça, la castration, c'est très sanglant mon affaire. Mais le veto qui opère la castration vient mettre un tampon sur les papiers avec marqué castrez-le par machin, etc. Et à partir de là, donc les papiers ont évolué, il n'est plus entier ou étalon, il est hongre. Passons au point suivant. Nommez les différentes parties du livret signalétique. Carte d'identité plus carnet de santé. Ah, là c'est intéressant. Ouais, ça c'est quand ils coupent les cerises, exactement Emalia. Est-ce que vous les connaissez d'ailleurs, les différentes parties Enfin si, puisqu'elles sont notées là. Donc nommez les différentes parties du livret signalétique, vous les avez. Il y a deux grandes parties, la carte d'identité et le carnet de santé. La carte d'identité... Laurie, oui, c'est exactement ça, bravo, bien joué. La carte d'identité, eh bien c'est exactement celle que nous venons de décrire ici. L'identification de base à déterminer sur un cheval ou un poney, son sexe, sa robe, ses marques, ses épis, tout ça, ça figure sur les papiers de votre cheval et ça va constituer ce qu'on appelle sa carte d'identité. Bougez pas, on va se... Papier cheval. On va se le regarder ensemble. Du coup, ici, vous avez le document d'accompagnement qu'on dit plus vulgairement, généralement, on dit papier. On va tomber sur un ancien Skyblock, mais de ouf. Et donc, vous avez sur ce document d'accompagnement, donc la première page ici, c'est le tampon des haras nationaux. Ici, vous avez la race du cheval, donc on sait que c'est un cheval pur sang. Ici, vous avez le numéro de cire. Le numéro de cire, c'est tout simplement un numéro unique qui est attribué à un cheval, qui est attribué au cheval à la naissance. Du coup, vous avez son numéro qu'il gardera à vie, qui sera également son numéro de transpondeur, c'est-à-dire la puce qu'ils ont dans l'encolure, là que je suis en train de l'expliquer, Ezo, donc c'est parfait. Exactement, Laurie, c'est ça. Donc, les chevaux, ils ont dans l'encolure une petite puce qu'on appelle un transpondeur, que les vétérinaires peuvent scanner avec un outil spécial, et cette puce électronique, elle va leur révéler le numéro de cire. C'est un numéro qui leur est donc attribué à la naissance, et les chevaux le conservent toute leur vie, et ça permet qu'à vie, c'est comme si nous on avait des bracelets de naissance à vie pour être sûr de ne pas être échangés, entre autres, et donc ça permet à vie de pouvoir attribuer la carte d'identité d'un cheval, qui est le document d'accompagnement, à la puce que le cheval a dans le cou. D'accord ? Tout simplement parce que le cheval, sinon il peut pas parler pour nous dire ouais, en fait on m'a échangé mes papiers, voilà. Et au niveau de le numéro qui est juste au-dessus, c'est le numéro du ELM, et donc c'est un numéro qui en soi dans la vie de tous les jours ne nous concerne pas beaucoup. Nous, c'est un peu son numéro de le numéro de cire, c'est le numéro de cire.
Placée dans l'encolure. Oui, tout à fait, Marguerite. La puce, elle est placée dans l'encolure. Et la puce, elle est posée à la naissance. Ok, au niveau ensuite de ce qui est caché ici, mais la personne qui a posté cette photo a caché les informations et c'est pas bête. Ici, vous avez le nom complet du cheval. Vous avez donc le nom du cheval, mais également est-ce que vous savez comment ça s'appelle la deuxième partie? Par exemple, mon cheval, il s'appelle Hollandais du Gonge. Vous savez ce que c'est du Gonge? Comment ça s'appelle? Bravo, vous êtes trop rapide. Bravo, bravo, bravo. C'est son affixe, exactement. Donc en gros, moi mon prénom c'est Mathilde, lui son prénom c'est Hollandais. Donc ce que moi j'appelle mon prénom, lui on appelle ça son nom. Et ce que moi, mon nom de famille, donc Trinchereau, ce qui est le nom de famille pour Hollandais Dugonge, c'est son affixe. Donc le nom de l'affixe, et je vois que vous êtes plusieurs à me le demander, mais est-ce que le nom de l'affixe... C'est comme un titre de noblesse, oui exactement, c'est parce que c'est le roi des rois, évidemment Kenny, merci de le souligner. Et qu'est-ce que c'est que l'affixe? Est-ce que c'est obligatoirement le nom de l'élevage? Non, pas toujours. Ça peut être le nom de l'élevage, c'est très 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 souvent le cas, particulièrement en France, où on a tendance à mettre le nom de l'élevage. Donc moi par exemple, c'est Hollandais Dugonge, donc il vient de pas donc, mais il vient de l'élevage Dugonge. Ceci étant dit, ceci n'est pas vrai pour toutes les races. Et alors attention, est-ce que vous êtes prêts à vous casser la tête, les gars? Parce que, en France, nous avons tendance à mettre le nom de l'élevage, comme je vous le disais. De plus, en France, nous nommons nos chevaux par lettre par année. Cette année, si je vous dis pas de bêtises, c'est l'année des L, qui va se terminer en janvier à partir... Non, mais c'est sûr que je vous dis pas de bêtises. Et à partir de janvier, ça sera l'année des M. Du coup... Tous les nouveaux poulains nés cette année ont un prénom qui commence par L. Je sais pas moi, Landerstider, le beau podé, quelle beauté, etc., etc. Donc ça commence par L. À partir du 1er janvier 2020, tous les poulains nés au 1er janvier 2020 commenceront par M. Genre Mamma Mia, Mama de Densouzim c'est la bosse, ce que vous voulez, d'accord? Pour l'instant, on a vu cette partie-là, mais il n'y a pas que ça, papier cheval. Nous avons aussi... Ici, si on prend les papiers, c'est un autre cheval. Hein. Ah bah très bien, c'est des papiers pour de faux, on va dire. Ici, vous avez l'année de naissance, vous avez le sexe, vous avez la robe. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'accord? C'est toutes les parties qui vont vous permettre de pouvoir déterminer... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'empreinte digitale du cheval. Vous avez donc son numéro d'ULN dont nous parlions tout à l'heure, qui est aussi son numéro... D'où est tiré son numéro de cire. On a son arbre généalogique, son père, sa mère. On sait que il est enregistré au Studbook français. Alors, le Studbook, c'est en gros la race, d'accord? C'est le tampon de la race, d'accord? Il est bien de cette race-là. Donc, il est bien, il fait bien partie, il correspond bien aux critères de la race cheval arabe. Où est-ce que les papiers ont été faits? Là, on a le propriétaire, juste ici. Et on a le naisseur. Ouais, là on a propriétaire et même copropriétaire, quand le cheval a plusieurs propriétaires. Ensuite, toujours dans les papiers... Exactement, bien joué. Vous voyez là ce qu'on a sur cette photo-là, là. Je vous la zoome. Il n'est pas dit que je ne reparte pas dans mes folies de tout à l'heure. Hein. Et où mon petit clic. Voilà. Donc quand je zoome ma photo, pour être sûr de ne pas tomber sur n'importe quel blog, n'importe quoi... Vous voyez là, on a des chevaux de face droite, face gauche, tête, sous la tête, les deux antérieurs, les deux postérieurs, le bout du nez, etc. Et tout ça, c'est vierge. Eh bien, le vétérinaire va faire une identification point par point du cheval. Donc exactement ce que nous disions tout à l'heure. Il va venir dessiner au stylo les épis et les marques qui apparaissent sur le cheval à nouveau pour pouvoir être sûr que ce soit bien lui. Et donc là, comme vous voyez, le cheval, on le voit vraiment sous tous ses angles, dessus, dessous, côté, etc. Et à chaque fois, le vétérinaire, il va s'appliquer à dessiner exactement la balzane comme elle est dans la vraie vie, exactement la pelote comme elle est dans la vraie vie, exactement l'épi où il est, la taille qu'il fait, s'il est divergent, convergent, comme dans la vraie vie. Et tout ça, ça va permettre de pouvoir, par la suite, avoir vraiment un document d'identification qui sera parfait. Ah oui, d'ailleurs, Louise, elle a raison, mais rip le beau pie pour le veto, eh bien, c'est assez rigolo de voir des carnets comme ça de chevaux pie, parce que le veto dessine chaque trait exactement, et si on a des pies gris, il n'est pas rare que des pies gris
finissent blancs à la fin de leur vie. Et du coup, le veto avait décidé toutes les tâches, etc. d'un cheval que l'on voit gris, enfin que l'on voit blanc par la suite. À quel moment il le fait? C'est fait assez tôt dans la vie du poulain en fait. C'est moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était un poulain qui devait avoir, il devait avoir 2 ans. Donc c'est fait assez tôt. Mais ça, je pense que ça peut être fait plus tôt encore. Ça, c'est pour les documents d'accompagnement. Et la suite qui était importante aussi, c'est tout ce qui est carnet de santé. Et donc, on va avoir ici, papier cheval, vaccination. On va avoir tout son historique de vaccination tout au long de sa vie. Vous avez donc ici le feuillet de vaccination du cheval. En haut à droite est répété son nom. Ah oui, il s'appelle Caramel Doudou dans cet exemple-là. Et vous avez systématiquement, mais ça encore une fois je vais pas m'attarder dessus, on y reviendra dans un live. Vous avez ici la vignette qui est collée par le vétérinaire. C'est une vignette, donc le vaccin se présente sous forme de seringue. Il décolle, il décolle cette petite vignette de la seringue directement qu'il vient d'injecter dans le cheval. Il colle ici la vignette, c'est bien la preuve que ce numéro-là de vignette exactement a été appliqué au cheval. C'est une preuve... Oui, exactement, c'est comme pour les humains, les chats, les chiens, etc. Vous avez ensuite la maladie concernée, et comme vous voyez, tétanos, grippe, c'est les grands classiques. La date précise à laquelle ça a été fait, l'endroit, le cachet du vétérinaire, et ensuite sa signature. C'est obligatoire. Pour pouvoir déplacer le cheval, etc., c'est tout ce protocole vaccinatoire est obligatoire de façon à être sûr que le tétanos, la grippe, la rhino, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, tout ça, ça ne se transmette pas trop. Là, par exemple, on voit que ça, c'est un cheval qui ne doit pas beaucoup voyager ou qui ne doit pas beaucoup faire de concours puisqu'il est vacciné, tout ce qui est entre guillemets obligatoire, grippe, tétanos. Il n'est pas vacciné rhino. Et pourtant, c'est peut-être pas bête. Comme notre carnet de vaccination, exactement. Si on s'intéresse très rapidement à ce carnet de vaccination-là, c'est intéressant. C'est un cheval pour qui c'est la première vaccination. Et qui dit première vaccination dit double dose. Ça vous rappelle un petit peu les discussions qu'il y a sur BFM TV en ce moment. Donc, première dose en janvier, deuxième dose en février. Donc là, le cheval a son protocole vaccinatoire OK pour sa première année. Il est ensuite revacciné 1 an plus tard et parfaitement vacciné. Ouais, c'était pour toi, Margot. Parfaitement vacciné puisque il a été vacciné le 2 février 2013, il est revacciné le 5 février 2014. Donc là, parfaitement respecté, il n'y a rien à dire. Sauf que, ici, comme vous le voyez, en 2015, exactement, il n'a pas son pass sanitaire. Il est foutu, d'accord? Puisque vous avez ici un petit vaccin manquant, je crois. Il vous manque le vaccin de février 2015. Ça a été rattrapé en février 2016, 1 an plus tard. C'est pourquoi il a dû avoir un rappel. Un rappel 1 mois plus tard. Ici, vous le voyez, février 2016, il passe en mars 2016. Et normalement, il est censé avoir un deuxième rappel 6 mois plus tard. Donc mars, avril, mai, juin, juillet... Oh, bah lui, ça lui a été fait 4 mois plus tard. Mais il me semble vraiment que c'est 6 mois plus tard d'habitude. Bon. Ah tiens, c'est bizarre ça. Ah, ça a été bizarrement fait là. Mais c'est pas grave. Il a donc son deuxième rappel 4 mois plus tard. Ce qui est surprenant parce qu'encore une fois, normalement, c'est vaccin après avoir oublié de se faire vacciner. Rappel 1 mois plus tard, rappel 6 mois plus tard, puis à nouveau on repart sur un protocole de 1 vaccin par an. Ici c'est pas exactement ça, mais voilà, au moins vous avez l'idée. C'est honteux. C'est honteux, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Attention, les vétos font de plus en plus de zèle là-dessus, et à la seconde où vous avez loupé un vaccin quelque part dans la série vaccinatoire de votre cheval, ils peuvent vous faire payer des vaccins, enfin ils peuvent vous obliger à faire vacciner le cheval, même si vous aviez oublié un vaccin en 2010, ouais, et que depuis votre cheval est parfaitement vacciné tous les ans jusqu'à aujourd'hui, et bien s'il y a un véto qui s'en rend compte, il peut vous dire, non là on a eu un problème dans le protocole vaccinatoire, on le revaccine, ça arrive. C'est obligatoire le 3e vaccin. Wake Forever, c'est obligatoire quand... Maintenant, c'est obligatoire parce qu'il y a un double rappel. Mais ça date d'il y a pas longtemps. Ça doit dater d'il y a 5 ans à tout casser. Avant, quand t'oubliais un vaccin, eh ben, tu en refaisais un le mois d'après et t'étais tranquille. On considérait que, bon, ben, ok, t'avais eu un protocole vaccinatoire qui s'était un peu foiré. On revaccine au cas où et c'est ok. Maintenant, ils se sont dit,
soit ils se sont dit bon on va être plus rentable, soit ils se sont dit bon on va prendre vraiment zéro risque. Je pense que c'est un savant mélange des deux, mais maintenant il y a un double rappel obligatoire, ouais. Et si tu le fais tous les ans et que tu loupes rien, oui bien sûr c'est tout bon, hein. Le mien est vacciné Rhino, qu'en penses-tu? Ah ben le mien aussi Céline, je suis plutôt... L'avantage c'est que ces vaccins-là pour les chevaux, on a un vrai recul dessus et du coup, bah, je pense que le protocole vaccinatoire pour les chevaux, il est quand même rodé et intéressant à appliquer. Surtout si c'est des chevaux qui côtoient d'autres chevaux, qui sont amenés à bouger d'écurie en écurie ou être dans des écuries où ça bouge beaucoup. Si c'est un cheval seul dans son champ, non, ça me fait pas du tout le même effet. Mais si on part en concours, si on est dans une écurie où moi par exemple mon cheval est dans une écurie où le lundi, il y a 3 chevaux qui partent en concours, ils reviennent. Le mardi, il y a 2 chevaux qui partent ailleurs. Le dimanche, il y en a encore 2 qui partent à Babelwed, qui reviennent. Un qui part, un qui arrive, mais lui, il reste que 3 semaines. Puis bam, il repart. Donc on est dans une écurie où ça bouge beaucoup comme ça. Et donc mon cheval croise plein de chevaux de tout horizon, etc. Et donc quand c'est comme ça, je préfère qu'il soit vacciné Verino et au moins je suis sûre que ce soit ok. Voilà. Ok, je passe à la suite parce que je n'avance pas dans ce live. Si t'es plus expliqué, les soins périodiques obligatoires. Ah bah c'est trop bien, on était en train d'en parler. Et recommandé, donc il y a 2 types de soins périodiques, c'est-à-dire par période. Et d'ailleurs, bon allez, un peu d'auto-promo, mais à nouveau, je vous en ai déjà parlé hier de cette vidéo, mais c'est Dance With Him, devenir propriétaire. Tout ça, c'est détaillé. Si vous devez passer votre Gallo 4, cette vidéo-là, elle est obligatoire. Cette vidéo-là, elle va vraiment répondre à cette question-là. Donc, il y a 2 choix. Soit je vous répète tout, soit on se regarde la vidéo ensemble. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, vous avez deux grandes parties. Les soins périodiques obligatoires, c'est les vaccins dont on parlait tout à l'heure, la grippe et le tétanos qui sont obligatoires. Et recommandé. Donc le vermifuge, les soins dentaires, etc. Le vermifuge, c'est le protocole dépend un petit peu de chaque cavalier. Il y a certains cavaliers qui souhaitent faire vermifuger 3 fois leurs chevaux par an, d'autres 4 fois leurs chevaux par an. Le vermifuge, ça va permettre tout simplement de nettoyer l'estomac du cheval et d'être sûr de ne pas avoir de parasites à l'intérieur, donc de pas avoir de petits vers qui prolifèrent, ce que l'on n'aime pas beaucoup. Les soins dentaires, c'est le dentiste, un grand classique, et puis après il va y avoir d'autres soins dont on parle systématiquement, donc je vais pas revenir dessus, mais tout ce qui est les soins recommandés, ça va être par exemple l'ostéopathe, par exemple, etc. Donc, mais comme on en parle à chaque fois, alors, Margot, oui, certes, parce que ça défonce l'appareil intestinal des chevaux et surtout tue les insectes coprophages, donc qui vivent dans les mêmes endroits, quoi, pour les chevaux qui vivent en pré. Oui, je suis d'accord avec toi. Ceci étant dit, ça permet quand même de maintenir, de permettre que les chevaux soient pas infestés, donc ouais, voilà, exactement, Margot, tu l'as dit mieux que moi. Ça, comme les œufs de mouche par exemple, ouais, exactement. Donc je pense que ça serait bien qu'on arrive à trouver un juste milieu qui soit pas nocif pour ça. À réfléchir. Encore un sujet à réfléchir décidément ce soir. C'est pour ça qu'il faut faire une coproscopie. Ok, et ben je connais pas du tout, donc il va falloir que je me renseigne un peu plus. Je ne vermifuge qu'une fois par an, que quand la copro est mauvaise. Eh ben écoutez les gars, vous m'apprenez un truc de ouf là. Non, c'est pas obligatoire le vermifuge, non. Ok, et ben les gars, je vais vraiment beaucoup m'y intéresser. En plus la copro est gratuite, non mais attendez, mais c'est magnifique, pourquoi je ne connaissais pas ça? C'est quoi une copro? Bah attendez, je vais me renseigner à ce sujet, parce que vous m'intéressez là les petits gars. Comme quoi, c'est trop cool. Ok, trop intéressant ça. Puis en plus ça coûte un bras le vermifuge, donc si ça peut ne pas être... Donc la copro c'est l'analyse des crottins pour voir si oui ou non le cheval a besoin d'être vermifugé. Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit la copro c'est gratuit. Ok, y a pas de souci. Ok, bah écoutez, je vais m'y intéresser et je vous en reparlerai quand j'aurai plus lu là-dessus. Ok, ensuite... citer les principales normes physiologiques du cheval, trop intéressant. Alors, la température du cheval. Est-ce que vous savez quelle est la température normale, c'est-à-dire non inquiétante, du cheval? Oh, merci beaucoup Emeline, c'est adorable. Bon, vous êtes dans le juste les gars. C'est ça, c'est entre 37,5 et 38. Une température normale, c'est entre 37,5 et 38. Ceci étant dit, message à tous les propriétaires, je vous conseille du fond du cœur de prendre très régulièrement la température de votre cheval quand il va bien, de façon à savoir un petit peu quelle est la température
normal de votre cheval. 40, il y a un gros problème, Juju. C'est vraiment un cheval qui a beaucoup de fièvre. Et là, c'est un cheval qui est en détresse, 40. Non, entre 37,5 et 38. Ceci étant dit, n'hésitez pas à prendre régulièrement la température de votre cheval. Si vous voyez que quand il va bien, il est à 37,2, eh bien le jour où il est à 37,2 quand il va pas bien, faut pas s'inquiéter. Si vous voyez que quand il va bien, il est à 38,3, eh bien le jour où il va pas bien, s'il est à 38,3, c'est pas inquiétant. Et donc le fait de connaître la température normale de son cheval quand il n'y a rien qui se passe, ça vous permet de pouvoir mieux comprendre la fois où vous prenez la température le jour de stress. Généralement, on attend tous d'avoir passé une période de stress où on a pris la température et où ça nous inquiétait pour se dire qu'à l'avenir, on connaîtra la température de son cheval exacte au quotidien quasiment. Eh bien voilà, vous le ferez plus. D'accord ? À différents moments de la journée. Ouais, t'as très bien fait de le préciser ça. Pour le rythme cardiaque, est-ce que vous connaissez quel est le rythme cardiaque d'un cheval en battements par minute? Donc on appelle ça des BPM. Ouais, Marine, rapide et très forte. Ouais, ah bah pareil, Jules Renard, s'il est à 40, c'est déjà un BPM qui monte un petit peu, mais tout va bien. Ouais, c'est ça. Et ben Marine, elle a la bonne réponse, c'est, mais vous avez, BPM, ça veut dire battement par minute. En gros, le nombre de fois où son cœur bat à chaque minute. Donc on considère qu'un cheval qui va bien, c'est, enfin, la fréquence moyenne d'un cheval, c'est 30 battements par minute. Donc 30 fois le cœur qui pompe par minute. Sur un cheval qui est dans un gros effort, il peut monter jusqu'à 220, 240, 250 battements par minute. Mais là, déjà, on est sur le top de l'effort. Si ça dépasse ça, on est en surdépense, on est en sureffort. Si c'est moins de 40 par minute, alors là, par contre, on a un rythme cardiaque qui est très lent. Donc nous avons les constantes du cheval. Il va nous falloir identifier les signes de maladie. Vous avez vu le galop 4 comme il a évolué? Parce que tout ça on l'avait pas. Nous au galop 4 il fallait qu'on dise si le box il était fait en bateau, en je sais pas quoi. Là on l'a plus. Mais par contre, identifier les signes de maladie, eh bien tout ça, on en parle dans cette vidéo-là. Je sais que je vous en renvoie toujours vers mes vidéos, mais c'est tout simplement parce que on en a fait tellement que généralement il y a quand même le spectre des sujets qu'on a traités, il est quand même large. Et donc cette vidéo-là, c'était la colique. Voilà, sur la vidéo sur la colique, c'est celle-ci. Elle date un peu, ouais, elle a 3 ans. Sur celle-ci, on en parle de toutes les constantes qu'il faut vraiment faire auxquelles il faut faire vraiment très attention. Donc la prostration, donc c'est-à-dire le fait que le cheval ait envie de se coucher tout le temps, ça c'est pareil. Il faut connaître vos chevaux. Nous, il y a des chevaux dans les écuries où on est tout le temps. Il y a des chevaux quand tu les vois coucher, c'est l'heure de la sieste, c'est un classique. Mais il y en a même je te dis mais rien ne peut jamais le réveiller là, il a un pied dans la tombe l'animal. Ben non mais pas du tout, il fait juste sa meilleure sieste au soleil, tranquille. Alors que il y a d'autres chevaux, le jour où tu les vois coucher, pas bon signe. Pas très bon signe. Donc ça, faut connaître ses chevaux. Mais dans l'ensemble, quoi qu'il arrive, si vous avez le moindre doute, si vous voyez un cheval couché, vous en parlez à un moniteur si vous êtes en écurie, ou vous, si vous êtes propriétaire, ben vous êtes très en alerte. Ensuite, l'agitation, un cheval qui se met à gratter, un cheval qui tourne, un cheval qui se couche, qui se relève, qui se couche, qui se relève, c'est bizarre. Comportement inhabituel, c'est exactement ce qu'on vient de dire. L'inappétence, c'est exactement ce qu'on vient de dire dans le sens où si le cheval il agit pas comme d'habitude, faut que ça vous fasse vous poser des questions. Inappétence, c'est un cheval qui va pas faire sa bouffe. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est rarissime, un cheval qui va pas manger. Alors après, c'est toujours pareil. Encore une fois, c'est vraiment important de connaître leur comportement de tous les jours. Parce que, par exemple, si on se base uniquement sur l'inappétence, on a l'impression que mon cheval, il est tout le temps malade. Genre, hollandais, il y a des fois où tu lui mets son grain, bah il y va pas, en fait. Il mange un peu son foin, il vit sa meilleure vie, il va regarder son grain. Il repart, et tu te dis non mais c'est pas possible, et en fait c'est juste que là tout de suite pas faim, mais il aura faim après. Et donc je lui ai fait faire tous les tests du monde, etc. Et en fait c'est juste que comme il a jamais manqué de bouffe dans sa vie, la bouffe c'est pas un truc où il se dit ah j'ai faim. Ouais, il met 1 heure pour manger d'ailleurs, exactement. Et du coup à nouveau, l'inappétence c'est quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Pour autant, à connaître, il faut qu'on connaisse le cheval. Ouais, il est pas glouton, ça c'est sûr.
Coucou toi, c'est vraiment une très très bonne réponse en effet. Le fait qu'il y ait un cheval qui se regarde les flancs, c'est vraiment très important à surveiller. Parce qu'un cheval qui se regarde les flancs, c'est sa façon à lui de se... C'est comme si nous on faisait comme ça avec notre ventre, genre c'est ah ça fait mal. Et en fait le cheval il regarde les flancs en se disant là-dedans ça tourne pas rond quoi. Et en fait il a juste mal au ventre minou. Donc un cheval qui se met à se regarder les flancs, qui transpire beaucoup, où vous voyez des traînées blanches de sel sur le dos, un cheval qui se creuse, un cheval, tout ça c'est des... ou s'il y a un jetage, c'est-à-dire de la morvelle qui coule du nez, etc. Et recoucou Charlie, oh t'es pas parti longtemps. Donc tout ça, et ben c'est des signes qui vous font vous dire il y a problème, j'appelle un veto, je vois un pro, etc. Mais bref, je reste pas là-dessus. Oh, on passe à une grande partie. Expliquer le mécanisme du galop à droite et du galop à gauche, plus les reconnaître. Le mécanisme du galop à droite et le mécanisme du galop à gauche. À savoir que le galop, c'est la seule allure qui est dissymétrique, c'est-à-dire que le cheval a une façon différente de galoper quand il est à main droite et quand il est à main gauche. Il va avoir une certaine façon de courir à droite et une certaine façon de courir à gauche. Ce qui n'est absolument pas le cas des autres allures. Le pas, le trot, que le cheval aille droit, à droite, à gauche... il marche pareil, il trotte pareil. Au galop, c'est pour ça qu'on parle de galop à juste et de galop à faux, de contre-galop, de galop désuni, de changement de pied, etc. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a deux mécanismes du galop. On a donc une allure qui se décompose ainsi. Tadam. Je prends mes doigts, comme d'habitude. Attendez, je vous mets en full screen, au moins vous le voyez bien. Vous avez ici les 4 membres de mon cheval, d'accord? Antérieur droit, antérieur gauche, postérieur droit, postérieur gauche. Si je veux du galop à gauche, d'accord? J'ai un cheval qui veut aller vers la gauche. Il va d'abord poser, je vous parle en termes de posée de pied, d'accord? Il va d'abord poser le postérieur droit, puis le diagonal droit, puis l'antérieur gauche, puis avoir un temps de projection. Puisque le galop, c'est un temps avec projection. C'est une allure qui est basculée, d'accord? D'où le fait que ça fasse un peu la vague quand on est dessus. C'est une allure où il y a une bascule comme ça. Donc le temps de projection crée cette bascule. Puis, non, pas du tout, n'importe quoi, Mathilde. Le temps de poser des membres, le fait que le cheval vienne poser derrière, puis milieu, puis devant, derrière, puis milieu, puis devant, et ben ça fait cette bascule, d'accord? On a donc mon moyen mémotechnique d'ailleurs pour savoir comment décrire une allure. Eh bien, si je veux du galop à gauche, quand on est à cheval, on a tendance à regarder l'antérieur gauche. Vous êtes d'accord avec moi? Pour savoir si je suis au galop à gauche, si je suis à juste, j'ai tendance à regarder l'antérieur gauche. C'est comme ça qu'on l'apprend en tout cas. Eh bien, mon moyen mémotechnique pour mes cavaliers, c'était de dire, si on veut du galop à gauche, eh bien on regarde l'extrême opposé et on pose en premier le postérieur droit. Une fois que le postérieur a été posé, je viens poser le diagonal droit. Une fois que ça s'est posé, il m'en reste plus qu'un à poser, c'est l'antérieur gauche. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il avance si loin quand je suis à cheval. Et c'est pour ça que j'ai ce point de repère de savoir sur quel pied je bosse. C'est tout simplement que c'est le seul pied qui est au sol à ce moment-là. Donc, postérieur droit, diagonal droit, antérieur gauche, projection. Et c'est comme ça que personnellement, que je l'ai appris et que je l'apprenais à mes gamins. Du coup, à l'inverse, si je veux du galop à droite, je vais partir de quel pied, les gars? Eh bien, je vais le faire à l'envers alors, à cette fois. Donc ça, vous devez voir, moi c'est mon doigt droit qui bouge, mais du coup ça doit être le postérieur gauche pour vous. Exactement, si je veux du galop à droite, j'ai postérieur gauche. Deuxième étape, j'ai quoi? Après le postérieur gauche, j'ai le... Bien joué. Diagonale gauche, très très bien. Et ensuite, j'ai le... Antérieur droit, très très bien. Et ensuite... Ah, ok Kenny. Et la projection. Et ça y est, vous avez tout. D'accord? Donc on va se regarder un petit... on va regarder le galop et on va essayer de voir ensemble à juste à faux rapidement. On se le fera plus intensément un jour, mais là on se le fait vraiment juste rapidement, histoire de dire d'avoir une petite idée. Bon, on va regarder là. Je suis au galop à droite. Ok. Ok, donc là on observe. Mon cheval il est dans quel temps de galop là? Quels sont les... Ah ça peut être YouTube Money exactement. Quels sont les... Si on analyse là, mon cheval... Oh là là, ma position est catastrophique. Mais on va pas analyser ça, d'accord les copains? Il faudrait du ralenti, ouais, je dois en avoir en plus quelque part, hein, du ralenti dans cette vie. Ah bah oui, mais Super Lulu, bien sûr qu'il nous l'avait illustré, bien sûr les copains. Voilà, il avait illustré l'antérieur qu'on voyait avancer.
Ok, là j'ai le premier temps de galop, ça c'est intéressant. Là j'ai le premier temps de galop. Le postérieur droit est au sol, vous le voyez? Donc ça c'est mon premier temps de galop. Attends. Ah! Bon, là j'ai mon j'ai mon troisième temps de galop. L'antérieur gauche qui est au sol. Et en gros... Ok, là j'ai mon deuxième temps de galop. Le diagonal droit est au sol. Antérieur droit, postérieur gauche. Ok. Oui, je peux ralentir la roulotte, c'est bien vrai. Vitesse de lecture, on va lui mettre en 0,25. Voilà. Donc là, premier temps de galop, mon postérieur droit est au sol. Deuxième temps de galop, mon diagonal droit est au sol. Troisième temps de galop, mon antérieur gauche est le seul au sol. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de tourner à gauche, plus mon antérieur gauche est le seul au sol. Donc, je suis sur le bon diagonal. Et enfin, j'ai un temps... j'avais un cheval qui était peut-être un peu lourd, mais j'ai un temps de protection... j'ai un temps de projection qui est un peu lourd, mais qui est un peu court, pardon. Mais du coup, il y a un moment où j'ai aucun membre au sol. Donc voilà. Vous avez donc le mécanisme du galop ici. Pour les reconnaître, bien, on vient de le dire, on regarde quel est l'antérieur du cheval qui avance le plus, ou quel est le seul antérieur qui est des fois... quel est l'antérieur qui est des fois seul posé au sol, et du coup on sait à gauche ou à droite. Les quatre fers en l'air, exactement. Bon, on a fait ce point-là, passons au suivant. Reconnaître les grandes familles d'aliments à distribuer. Le fourrage, les concentrés et les compléments minéraux. Est-ce que vous connaissez la différence entre les trois? Le fourrage, c'est tout ce qui est foin, luzerne, etc. Les concentrés, ce sont les granulés, les floconnés, etc. Et les minéraux, c'est le sel et puis tout ça, quoi. À savoir qu'il est vraiment important c'est super important de se rappeler que le plus primordial dans l'alimentation du cheval, c'est ça, c'est le fourrage. L'alimentation du cheval, elle doit être composée à minimum 50% de fourrage, 50% de foin, luzerne, etc. Enfin bref, tout ce que vous voulez, mais au moins à 50%, de façon à être sûr que le cheval mâche correctement, que encore une fois, ça l'éloigne au moins de son état naturel. Et de façon à éviter tout ce qui est ulcère, etc. Hop. Sur ce point-là, on est ok. Reconnaître les principaux aliments à éviter. Alors, alors là, pour le coup, c'est exactement... et privilégier les concentrés sans céréales. C'est bien vrai, ça. Tout à fait, à noter. Parce que c'est pas très bon pour leur estomac, entre autres. Reconnaître les principaux aliments à éviter. Et bien là, à nouveau, c'est des listes qui sont à apprendre par cœur. Est-ce que vous connaissez des végétaux toxiques ou des contaminants alimentaires qui vous viennent comme ça à l'esprit ? Eh bien, justement, les céréales dans les contaminants alimentaires selon lesquels elles peuvent tout à fait y rentrer. L'if, exactement. Le coquelicot, exactement. Oui, le laurier rose, exactement, Maëva. Ça, c'est ma plus grande surprise de tous les temps. C'est que le laurier rose, ça fait partie des plantes. Il y en a dans toutes les écuries du sud. Alors ici, moins, mais le laurier rose, ça pousse tellement bien dans le sud. Dans toutes les écuries, on en a. Il y a des lauriers partout, alors que c'est ultra toxique. Voilà, c'est ultra toxique pour les chevaux. Les glands, voilà. Ça, je voulais absolument en parler. Les glands, c'est une catastrophe. Les chevaux, ils en meurent, mais avec des quantités assez réduites. Donc faites très attention, même dans les pâtures, s'il y a des chênes, etc. Nous, je sais qu'actuellement, il y a un paddock que l'on n'utilise pas du tout aux écuries parce qu'il y a des chênes tout autour. Et du coup, on peut pas mettre les chevaux dedans parce qu'ils ont tendance à trop manger les glands et c'est catastrophique pour eux. Ok. Donc pareil, ça, c'est des listes à apprendre par cœur. Donc on va pas faire vraiment de valeur ajoutée là-dessus. Ok, donc on passe à la deuxième partie qui sont les connaissances générales. Décrire la posture du cavalier à l'obstacle. Eh bien normalement, Mamono a vérifié qu'il n'y avait aucun chêne sur le terrain de la nouvelle écurie. Ah bah ouais, elle a bien raison. Il faut l'accompagner. Ben voilà, Margot, tu l'as très bien dit. La description du cavalier à l'obstacle, eh bien, ça va être tout simplement le fait d'être en suspension. Souvent, on confond équilibre et suspension. Et alors ça, c'est un truc sur lequel je me bats. Parce qu'il y a beaucoup de moniteurs, et y compris d'instructeurs, et y compris même des fois des programmes fédéraux, où on nous dit il faut se mettre en équilibre. Sauf que les gars, aux dernières nouvelles, si vous n'êtes pas en équilibre sur votre cheval, c'est que vous êtes en déséquilibre. Et qui dit déséquilibre dit être en train de tomber. Donc, on parle pas d'une position en équilibre, on parle d'une position en suspension, où on est en suspension au-dessus de nos jambes. Là, par exemple, le cavalier est en suspension au-dessus de ses jambes,
Alors attendez, maintenant que je suis une professionnelle... Bam, bam, alors, prends ça. Là par exemple on a un cavalier qui est en suspension au-dessus de ses étriers, le bas de jambe au contact, les mollets les genoux desserrés et qui accompagne avec sa main... c'est une plutôt excellente position quand même. Il est au-dessus de ses pieds, donc il n'est pas en train de charger ni le garrot ni le dos. Il avance la main de façon à ce que le cheval puisse avancer le bout du nez s'il le souhaite, et il sort de sa selle. Non mais alors ceux qui me disent ma mono dit équilibre, vous inquiétez pas, 99,9% des gens disent équilibre. Mais ça fait partie de mes petits combats personnels, quoi. Après, vous avez différentes façons d'accompagner tout au long du saut. L'objectif, c'est tout simplement de venir toujours être en adéquation avec le dos du cheval. Si vous remarquez, vous allez aller avec lui, mais physiquement. Je me mets à nouveau en grand écran pour que vous puissiez voir. Quand le cheval est en phase... Comment organiser mes mains? Ça, c'est mon cheval, ça, c'est moi, ok? Quand mon cheval est en phase... D'abord, lui, il est plutôt à plat. Moi, je suis plutôt redressée. Il tape les antérieurs, le voici en phase ascendante. Ici, pour aller avec lui, je viens accompagner avec mon haut du corps. J'accompagne ma phase ascendante, puis il est dans sa phase de planer. Moi, je me redresse, pour le redresser également. Puis il est dans la phase descendante où il descend, et où moi, je viens tenir mon dos à l'inverse pour lui permettre d'être plutôt rééquilibré. Et du coup, l'objectif, ça va être de vraiment créer un pivot comme ça entre le cavalier et le cheval, de façon à ce qu'on n'en ait pas un qui vienne déséquilibrer l'autre tout le temps. Donc la posture du cavalier à l'obstacle est bien en suspension. Nommer et reconnaître les morts de filet usuels. Alors ça, encore une fois, c'est du par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Par contre, donc il va falloir les apprendre par cœur, je suis désolée, il n'y a pas d'autre technique. Mais par contre, vous faire un live complet sur les morts, lesquels choisir, quand, pourquoi, comment. Ça faisait partie des théories que je faisais tout le temps avec mes cavalières. Je leur prenais 1 heure complète de théorie où on ne parlait que de ça. Les morts, les matières, la taille des branches, l'utilisation, la taille du mort, le fait de poser des rondelles ou non, etc. Que ce soit pour le peso, l'olive, l'aiguille, le verdun, pourquoi des fois il y a des roulettes, pourquoi il y en a pas, pourquoi il y a 1 brisure, 2 brisures, 3 brisures, je l'ai très mal dit, 1 brisure, 2 brisures, 3 brisures, pourquoi il y a des pélames, pourquoi il y a des alliances, pourquoi il y en a pas, etc. Tout ça, je ne peux pas vous en parler maintenant, on fera... Et moi je monte en poolside, et c'est très cool aussi. Les effets, pour quel cheval, à quel âge, etc. On se fera un live complet là-dessus. Trop de trucs à enregistrer, mon cerveau va exploser. C'est exactement ce que je crains également si je pars à vous parler de ça. Donc on se fait un live semaine prochaine autant. Vous êtes chaud? La semaine prochaine on se fait une vidéo complète sur les morts, je la note ici. Je la mets en double gras, d'accord. Attendez, je la surligne. Ça c'est que c'est important, ok? Ensuite, ça c'est dans la monte pure, expliquer l'accord des aides, ça c'est tout simplement le fait que vos mains et vos jambes soient en adéquation et que ce soit pas l'un contre l'autre mais bien l'un avec l'autre, d'accord. Les règles de sécurité à expliquer en aire de travail plus à l'extérieur. C'est tellement basique les gars, genre allez-y, tout le monde me cite une règle de sécurité qu'il connaît et à vous tous vous aurez tout. Courir et fumer, distance, la bombe, les distances. Ouais, les distances, très important, la bombe primordiale, le nombre de cavaliers que je vois passer sans bombe sur les réseaux, ça me fait... ça... Les gars, si vous saviez le nombre de gens que j'ai vu tomber, faire des chutes où la bombe était cassée en deux pour une simple monte à l'obstacle. Pour une simple monte sur le plat comme ça, donc non. Pas courir au milieu des chevaux, c'est noté en twist. Prévenir avant de rentrer en carrière ou en manège, oui. Les priorités, ouais, ok, bon, mais voilà, c'est ce que je disais, on les a. Bon, y a pas besoin de s'éterniser. Et nous arrivons sur notre dernière slide, si je vous dis pas de bêtises, mais c'est sûr même. Expliquer ce qu'est le pli et ce qu'est l'incurvation. Ah, Cartouja, c'est à peu près ça. Eh ben voilà, Sissi Momo, c'est exactement ça. Le pli, c'est seulement l'avant-main, alors que l'incurvation, c'est c'est l'ensemble du corps. Ça, c'est pareil, vous faire un live sur l'incurvation. L'incurvation, la contre-incurvation et la rectitude, ça serait parfait de vous faire un live complet là-dessus. Mais en gros, vous avez, là, j'ai mon cheval droit. Là, j'ai mon cheval droit. Ça, c'est sa tête. Ça, c'est ses hanches, d'accord ? Si j'ai juste le bout du nez qui fait ça, pour aller à gauche ou quoi que ce soit, eh bien ça... Pourquoi ça me fait pas le focus, là ? Hop, c'est pas grave. Là, j'ai du pli, d'accord ? J'ai mon avant-main, mon bout du nez qui a du pli. Par contre, si j'ai un cheval droit, que
je viens demander, ça c'est ma jambe au centre, je viens demander à mon cheval de venir prendre la forme du cercle qu'il est en train de décrire, d'accord? Donc si là j'ai un cercle qui fait cette taille-là et que mon cheval est dessiné comme ça, et bien là alors on parle d'incurvation. En gros, le pli c'est juste l'avant-main, alors que l'incurvation c'est de la tête à la queue. Et si vous le sentez venir, bah bien sûr que vous le sentez venir, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'incurvation, quand je vous dis qu'on a fait des vidéos sur tous les gars dans notre vie, mais vous avez ici une... Alors ça, l'incurvation, c'est le truc qui fait poser énormément de questions à tellement de gens, et quand je vois qu'on fait 76 000 vues sur... ouais, c'est ça, 76 000 vues sur la vidéo, je me dis, c'est dingue, elle a dû être ghostée par YouTube de ouf. Donc vous avez toute une vidéo complète sur l'incurvation, pourquoi on la demande, comment on la demande, comment on sait qu'elle est bien réalisée, quelles erreurs il ne faut pas éviter, etc., etc. Bref, voilà quoi. Et nous voilà donc à la fin de notre théorie Gallo 4, j'ai failli baisser les bras un peu trop vite. Bravo! Mais c'est Lucas qui a mis ça. Il est fada ce mec, mais j'en peux plus. Il nous a mis bravo avec plein de cocktails et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce gars est incroyable. Ok les copains, on se... bravo Lulu, tu as de l'humour. On se fait un quiz rapide. Allez. C'est là qu'on voit ceux qui ont sub et ceux qui ont pas sub. Vous avez pas les mêmes sound d'alerte. On se trouve un quiz Gallo 4, on se le plie en 33 mouvements et après je vais faire du dodo quand même. Est-ce que vous êtes prêts? On me répond oui, chef. Moi non plus ici Momo, je bois pas d'alcool depuis plusieurs années maintenant. Que doit-on observer chez un cavalier trottant assis sans étrier? Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons révisé. Ah oui, pardon, je vous le mets en grand écran. Le rein souple, le rein tchatcheur. Non mais le rein souple, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh. On valide, se valide et c'est une bonne réponse. Que comprend un obstacle nommé double? C'est un autre nom pour l'oxaire. 2 obstacles à 1 ou 2 foulées d'intervalle. Un obstacle avec seulement 2 barres. Oui, tout à fait, hein, parce que l'oxaire, ça a comme nom que l'oxaire. C'est 2 obstacles espacés de 1 à 2 foulées, ça c'est la bonne... c'est la bonne réponse pour le double. Et un obstacle avec seulement 2 barres, ça a pas de nom particulier. Donc 2 obstacles à 1 foulée... à 1 ou 2 foulées, c'est validé. Ça, on l'avait révisé quand on... vous vous rappelez quand on avait regardé ensemble les JO? On avait révisé tout ça. En promenade, quelle est la principale règle de sécurité lorsqu'on est en groupe? Changer de place, laisser manger sa monture, respecter les allures imposées. Ça fait partie des règles de sécurité qu'on n'a pas invoquées mais qui sont tellement évidentes. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Changer de place, vaillant, je pense qu'il y a une erreur. Dans l'idéal 2, évidemment, bah oui, évidemment, on laisse... Alors, dans l'idéal, on double tout le monde. Puis, on laisse brouter sa monture jusqu'à ce que tout le monde nous ait dépassé. Et enfin, on les rattrape au grand galop pour vraiment faire partir l'ensemble de la colonie au galop. Et là, on est bien. Là, c'est une balade, ça finit en story time sur Densuzim, je vous le raconte même pas. Ok, on a fait juste à la fois. Est-ce qu'on avait des doutes ? Pas vraiment. Laquelle de ces figures ne fait pas effectuer un changement de main? La demi-volte. Alors, laquelle ne fait pas effectuer un changement de main? La demi-volte, la demi-volte renversée ou la volte? Oui, des fois c'est très surprenant les quiz qu'on se fait après, j'avoue. C'est la balade de l'angoisse, exactement, cheval des îles. Mais t'as vu, je vous ai pas fait l'affront de vous montrer la vidéo. Ok, exactement. Pour ne pas changer de main, c'est la volte. Et d'ailleurs, tenez, puisque je vous ai sous la main là, on fait du rab. La demi-volte renversée, je dois commencer par la petite queue, la petite diagonale, ou je dois commencer par le demi-cercle? Pour une demi-volte renversée, les gars. D'abord la diagonale ou d'abord le demi-cercle? Exactement, le diagonal, très très bien. Alors, pour ceux qui ont répondu le demi-cercle, j'ai un petit moyen mémotechnique. Eh ben voilà, que Kassou vient de donner. En gros, vous imaginez que votre demi-volte, c'est tout simplement... une boule de glace, d'accord? Un cornet avec une boule de glace. Si vous avez une demi-volte tout court, vous commencez par manger votre boule, puis vous mangez le cornet. Par contre, si vous avez renversé votre glace et que vous la mangez à l'envers, vous commencez par manger le cornet, donc effectuer la petite diagonale, puis manger la boule et donc effectuer la demi-volte. Enfin, la moitié de cercle. Ah d'accord. Bon bref, bravo, vous avez été très fort. Est-ce qu'on a validé ça? Oui, c'est encore une bonne réponse, mais est-ce qu'on va encore avoir que des bonnes réponses? Quel est l'aliment sous sa forme crue à ne jamais donner à manger à un cheval? Betterave, maïs ou graines de lin? Sous forme crue, tout à fait. Ouais, bah on est divisés les copains. Hein. Eh bien écoutez, vous êtes une majorité à voter pour 1, vous votez pour 1, on valide. Et c'est une mauvaise réponse.
Moi, personnellement, j'aurais dit le maïs à la base. On va voir si on a toujours juste. C'est une mauvaise réponse. Donc, c'est les graines de lin. À ne surtout pas donner... Eh ben, vous voyez, ils nous ont posé une colle. Il y a 5 minutes. On faisait les mecs. Genre, oui, c'est un quiz pour les galops 2, je sais pas quoi. Ouais, bon, peut-être, mais ça nous a posé une colle. Donc, c'est les graines de lin. Bravo, j'avais vu qu'il y en avait plein qui avaient répondu 3. Bravo, moi, j'étais persuadée que c'était le maïs, mais vraiment. Mais... Ceci étant dit, je pense qu'il faut pas trop les donner crus. Le maïs, normalement, ça se fait tremper, en fait. C'est ça. Normalement, le maïs, tu le fais tremper, puis tu enlèves l'eau où le maïs a trempé pour donner le maïs. Donc, c'est pour ça que je les voyais pas trop être donnés crus, mais ok. Quelle allure? Avec ses posés postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit. Bon, de toute façon, c'est du galop, mais c'est du galop à gauche ou du galop à droite, ça, les gars? Non, mais Angel, je sais pas tout non plus, hein. Ouais, vous êtes trop fort, c'est le galop à droite. Enfin, attendez, un peu de suspense, on va voir si vous aviez raison. Ah oui. Ah mais oui, c'est vrai que le maïs, il y en a dans le mash, donc c'est que je suis débile. Évidemment que c'est possible. Ok, bah autant pour moi, je réfléchirai plus la prochaine fois. Bon, bravo, c'était le galop à droite, vous êtes trop fort. Quelle est l'action de la jambe isolée gauche? Pousser les épaules vers la droite, pousser les hanches vers la gauche, pousser les hanches vers la droite. Donc ouais, ça c'est des questions de pratique, mais quand je recule ma jambe gauche, qu'est-ce que ça va faire comme action? Ouais, vous êtes trop forts les copains. Exactement. Quand je recule ma jambe gauche, donc quand j'isole ma jambe gauche, eh bien en poussant avec ma jambe gauche, enfin en actionnant ma jambe gauche, ça va décaler les hanches vers la droite. Donc c'est la réponse 3, c'est exactement ça. Bravo, je suis fière de vous. Comment se nomme cette allure? Est-ce que c'est du pas, du galop à gauche ou du galop à droite les copains? Quand vous mettez plein de 3 là, c'est votre dernière, c'est la réponse à la dernière question ou pas? Ah oui. Bon, bah vous avez raison, ceci étant dit. C'est effectivement du galop à droite. Non, Cassou, ce n'est pas du pas, parce que si c'était du pas, tu aurais obligatoirement... Ah, bah j'allais te donner une mauvaise façon de le voir. J'allais te dire, tu aurais obligatoirement 3 membres posés au sol en même temps. Une jupe, vraiment? Alors, soit on a un galop à droite extrêmement pourri, où le cheval a toujours son postérieur gauche au sol, tandis que le diagonal gauche est déjà au sol. Soit vous avez... qui c'est qui m'a dit ça? Je sais plus, la première qui m'a dit 1. Pic. Bon, il y en a une qui a eu l'œil plus que nous, et qui nous a dit 1. Et effectivement... Alors, le cheval est particulièrement... Bon, on va pas avoir peur des mots, mais mal monté, donc ça aide pas. Mais effectivement, on dirait que le postérieur droit vient pousser l'antérieur droit et qu'après, ce sera le postérieur gauche qui sera en train de pousser. Si on se... Wow, qu'est pas ça là? On fait quoi du coup? On tente le pas? Ah, j'adore! Regardez-moi ça! C'est Rice qui m'a attribué cette petite coiffure, je vais devoir la garder 1 minute. Merci beaucoup, on adore. Ah oui, merci. Oui, j'ai refait ma couleur. Et j'ai refait mon make-up également. Ok, donc à votre avis, essayez de garder votre sérieux, malgré ce qui se passe là. Est-ce que c'est du pas ou est-ce que c'est du galop à droite? Incroyable transformation, oui, tout à fait. Bon les gars, j'ai mon saumon qui attend dans le four là. Ok, on part sur du pas, on s'en fout. Ok, on écoute son instinct. Mauvaise réponse. Eh ben c'est juste un cheval qui galope très mal à droite. Ceci étant dit, je suis d'accord. Moi de base, je voyais du galop à droite comme vous. Je voyais du galop à droite exactement comme vous. Et puis en fait, le galop à droite qu'ils ont mis pour illustrer est défaillant. Puisque si c'était un bon galop à droite, ce postérieur là, il aurait rien à faire au sol, il serait soulevé. Donc ça n'a... Ouais, c'est honteux. C'est honteux. Ça y est, la minute est finie. Ok. Hop, suivant. Je vais avoir un saumon grillé, moi, les gars. Quel aliment le cheval... Quel aliment le cheval ne peut pas manger? Les fruits, les poissons ou les légumes? Ouais, bon, ok, vous êtes méga rapide. Quel aliment le cheval ne peut pas manger? Les poissons. Contrairement à moi, qui vais manger du saumon, ok? En fait, si j'y arrive un jour. Ok, c'est la 10e. Quel est le premier posé dans le galop à gauche après le temps de suspension? Donc votre cheval vient d'avoir un temps de suspension et ensuite il va poser le postérieur droit, antérieur droit, postérieur gauche. On est dans du galop à gauche. Dites-moi tout. Rappelez-vous, hein. J'ai mon
mon antérieur gauche qui vient de se poser et je commence tout de suite par... Ouais, j'ai une majorité de bonnes réponses, c'est exactement ça, les copains. Je commence par mon postérieur droit. Et nous y voilà, on va se prendre... On a 90% sur notre galop 4. En vrai ça va, en vrai on n'a pas été mauvais. Donc bravo à tous, la théorie du galop 4 c'est révisé. Passez une bonne soirée, faites du bon dodo et à demain.